Bien, mes chers collègues, d'abord, mesdames, messieurs les conseillers départementaux, je ne veux pas revenir à chaque session sur les difficultés des départements de France à boucler leur budget. Plusieurs d'entre eux, d'ailleurs, n'ont toujours pas voté leur budget primitif à ce jour. Et j'ai eu l'occasion, d'ailleurs, de le redire à la commission d'enquête à l'Assemblée nationale sur la situation des déficits budgétaires de notre pays. Les 2/3 des départements vont à la fin de cette année avoir un taux d'épargne inférieur à 7%, c'est-à-dire qu'ils sont considérés en difficulté selon la définition même de la Cour des comptes. Bon, vous le savez tous, on n'a plus aucune marge de manœuvre fiscale. On a une TVA qui a été gelée, une DGF qui a été gelée, c'est-à-dire qu'on a 40% de nos ressources qui sont gelées. L'augmentation des DMTO que nous avons décidé le mois dernier, et pas de gaieté de cœur, je le redis, ne nous permettra pas de faire face. On nous annonce au niveau du gouvernement 1 milliard d'euros de dépenses supplémentaires à charge des départements pour l'année qui vient. Et ça commence dès la semaine prochaine avec la revalorisation du RSA le 1er avril, qui va se traduire, quand on prononce ce mot revalorisation, eh bien, coût pour le département non compensé par l'État, 1,100 000 euros. 1 100 000 euros. Donc c'est absolument insupportable. Et je l'ai dit, on ne peut pas continuer comme ça, sans quoi on va tous aller droit dans le mur. Alors quand j'entends dire qu'on serait appelé pour le budget prochain à faire un effort supplémentaire pour participer à la résorption de la dette, il faudra que l'État nous dise ce que l'on ne fait plus. Entretenir nos ponts, entretenir nos routes, soutenir nos services départementaux à incendie et de secours et nos pompiers, nos communes, nos collèges, le sport, la culture. Je vous rappelle que pour cette année, le prélèvement de l'État, pour le seul département de la Côte d'Or, représente près de 10 millions d'euros d'efforts. 10 millions d'euros. Donc il faut absolument que l'État arrête de charger la barque, d'autant que, vous le savez, la situation économique actuelle est tendue. Dans notre département, ce sont près de 1000 emplois qui sont menacés par les plans sociaux. Je veux saluer ici même les salariés de Tetra Pak. On a déjà eu l'occasion de s'exprimer sur le sujet publiquement pour dénoncer cette décision de lock-out, de fermeture, avec purement et simplement un transfert des activités vers d'autres pays européens. Et donc c'est absolument insupportable. Et puis, je le dis non pas parce que vous êtes là, mais parce que j'ai déjà eu l'occasion de le dire publiquement. Ces moments sont d'abord durs pour les salariés eux-mêmes. Pour certains d'entre vous et pour certains d'entre eux, de manière plus générale, vous avez construit pratiquement toute votre carrière au sein d'une même entreprise. On imagine le sentiment de vide, d'incompréhension et parfois même de colère qui peut s'exprimer face à des transferts qui sont davantage dictés par des considérations financières que par des considérations techniques. Au moment où la France manifeste, et c'est la volonté du département de soutenir cet effort de réindustrialisation, évidemment, la réindustrialisation commence par soutenir et par veiller à ce que le tissu industriel ne continue pas de se déliter. Et donc il faut que tous les moyens veillant à contraindre, il faut bien le dire, certains comportements qui ne seraient pas de nature à être dictés par l'intérêt supérieur de l'économie, mais dictés par des intérêts financiers, il faudra que le législateur se saisisse de cette question. Je le redis sans démagogie. Autant il est compréhensible que face à des aléas économiques dans un monde qui est extrêmement incertain, vous l'avez vu avec des annonces qui déstabilisent des secteurs entiers de l'entreprise, l'annonce récente de taxes de Trump, dans un monde extrêmement vacillant parfois, on peut accepter qu'il y ait des réorganisations liées à l'activité économique naturellement. Mais en même temps, ces décisions brutales de lock-out, elles sont absolument insupportables. Je vous le dis avec toute la mesure et toute la responsabilité que j'ai assumée, que j'assume aujourd'hui. Et je vous demande à tous, les conseillers départementaux, que là où il y a des restructurations ou des lock-out et des personnels concernés, nous soyons extrêmement attentifs à être aux côtés des plus fragiles, notamment de ceux qui auraient besoin de nos services. Nous avons en charge la solidarité. Dans le département, ce n'est pas un vain mot, vous le savez.
Et donc, je redis devant vous, qui vous exprimez, qui êtes là avec gravité, avec dignité, je vous le dis devant vous, j'ai demandé à mes services il y a plusieurs semaines déjà qu'on soit extrêmement attentif à la situation des familles qui sont confrontées à de telles difficultés. Il y a parfois un tel sentiment de vide lorsqu'on ferme des portes d'une entreprise. Donc, et je ressens d'autant plus que vous vivez qu'en ce moment même, continue de démanteler, et que la rapidité avec laquelle ça se fait vous a vous-même, encore une fois, choqué et nous choque. Voilà ce que je voulais simplement vous dire. Vous recevrez une délégation, vous recevra ensuite, mais nous resterons mobilisés. D'ailleurs, je vous le dis, je vous ferai passer une motion de soutien notamment aux salariés de Tetra Pak et de notre incompréhension, et au-delà de Tetra Pak, à tous les lock-outs qui se profilent dans le département. On voit aussi la situation, donc nos services resteront mobilisés à leur côté et à vos côtés pour vous accompagner face aux difficultés. Bon, on voit bien aussi que la situation continue de se dégrader avec une augmentation du nombre de bénéficiaires du RSA. Ça augmente de 2,5% pratiquement en un peu plus d'un an. Et au 31 décembre, nous étions à 10 114 bénéficiaires du RSA. Alors dans ce contexte-là, on ne peut pas et on ne veut pas rester les blas ballants. Et donc nous avons marqué en 2025 une volonté, c'est d'abord d'accompagner d'une main ouverte, mais d'une main ferme, les personnes pour les accompagner, pour se réinsérer dans la vie sociale et dans l'emploi. Car dans le même temps, ce qu'on observe, c'est qu'on a une remontée du nombre de bénéficiaires du RSA. Et en même temps, on a encore trop d'emplois qui, dans le département, ne sont pas pourvus dans différents métiers, y compris d'ailleurs dans les métiers du social pour lesquels nous avons de plus en plus de difficultés à recruter. Au-delà, il faut vraiment que nous réfléchissions à nos façons de fonctionner pour rechercher la voie de l'efficience. Je rappelle que nous consacrons actuellement, nous allons consacrer cette année 365 millions d'euros aux solidarités. Les dépenses ont évolué considérablement ces dernières années. L'État, je l'ai dit et je le répète, continue de nous charger la barque sans compensation. Aujourd'hui, tout le volet social des solidarités représente 70% de notre budget de fonctionnement. C'était 57% il y a 10 ans. Je ne sais pas si je vous laisse imaginer, 70%, 57% il y a 10 ans. On ne pourra pas durablement faire plus, je vous le dis, et donc il faudra faire mieux. Et j'appelle chacun à y participer, y compris nos partenaires du champ social, avec toujours la même ligne rouge que j'ai indiquée au moment du vote de notre budget en décembre, intervenir dans tous les territoires et, j'insiste sur ce point, au plus près des habitants. C'est le sens du nouveau pacte social que nous avons adopté, dont nous avons adopté le principe en décembre dernier. L'orientation que j'ai voulu lui donner, c'est d'agir, cher Emmanuel Coin, au plus près de chaque Côte d'Orien, en lui apportant une réponse individualisée et adaptée, et cela vaut pour la protection de l'enfance. Là aussi, vous connaissez les chiffres dramatiques. On protège aujourd'hui 3315 enfants ou jeunes dans le département qui sont bénéficiaires d'au moins une mesure d'aide sociale à l'enfance. On y consacre, c'est 7% de plus de jeunes qui sont pris en charge, et notamment une situation inquiétante pour l'accueil des 0 à 2 ans, 3 ans, qui a pratiquement doublé en un an, pratiquement doublé. On a une centaine de jeunes qui nous sont confiés, de jeunes enfants, très jeunes enfants, parfois même dès la sortie de maternité, ce qui est vraiment extrêmement préoccupant, et c'est sans doute une des charges les plus lourdes qu'on ait assumées au niveau des départements. Et j'ai envie de vous dire une chose, l'avenir de tous ces jeunes dont l'adulte devrait être le repère, et qui est celui parfois qui frappe ou qui viole, je dis clairement que leur avenir nous oblige. Et notre stratégie départementale de prévention et de protection de l'enfance affiche un objectif, je crois qu'il doit être un objectif commun, c'est de permettre à tous les enfants et à tous les jeunes de grandir et de s'épanouir dans les meilleures conditions possibles en Côte d'Or. Et je le redis, le placement notamment en établissement ne peut pas être la seule solution proposée, surtout au moment où nous vivons une crise durable des vocations. Ça doit rester la solution ultime.
Nous devons rechercher pour nos enfants toutes les solutions alternatives, les tiers de confiance, pourquoi pas aussi revisiter les capacités à l'adoption, surtout pour de jeunes enfants clairement abandonnés dès leur prime enfance, prime jeunesse, faire en sorte que dès que la situation le permet, aussi l'enfance puisse revenir dans son environnement. On n'a pas vocation à les garder dans nos services, si ce n'est pour les protéger pour une durée la plus limitée possible. Le volet donc enfance du nouveau pacte social que je vous présente aujourd'hui nous permettra, je l'espère, de répondre à ces enjeux. Je voulais vous dire aussi qu'il faut être conscient, et je le dis, que nous ne pourrons pas le réaliser et réussir seuls dans cette question de la protection de nos enfants, qui est d'abord un sujet de société. Ce n'est pas simplement le sujet du département, c'est un sujet de société. Et donc, on ne pourra pas le faire sans le concours de l'État. À la fois, je vous le dis, sur les problématiques de santé mentale que vous connaissez tous. On estime qu'on a un tiers de nos jeunes qui relèvent de l'accompagnement en termes de santé, qui sont des problèmes psychologiques, psychiatriques, voire parfois lourds, pour lesquels il n'y a pas suffisamment de réponses de santé mentale. Un tiers des départements français n'ont pas de pédopsychiatre, n'ont plus de pédopsychiatre. Et donc, la santé mentale, je me réjouis qu'elle soit, et m'en inquiète en même temps, qu'elle soit devenue une priorité nationale. En tout cas, il faut vraiment qu'on soit accompagné sur ces sujets. Puis le deuxième sujet, c'est la montée de la délinquance juvénile. Alors, on m'explique parfois que ce sont des multirétérants, ce ne sont pas des faits de délinquance, mais il faut regarder la vérité en face. Il y a un moment donné, des jeunes qui sont les auteurs de faits délictueux de manière répétitive ne relèvent pas de la protection de l'enfance, ils relèvent de la protection de la société. Et donc, je l'ai dit, il faut vraiment qu'on se mette au clair sur ces sujets avec les juges pour enfants, puis avec la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse, qui est trop souvent, probablement pour des raisons d'effectifs, mais aux abonnés absents pour prendre en compte les jeunes qui relèvent de la justice et qui ne relèvent pas de nos services. Je le dis très clairement. Il faut qu'on regarde cette situation, là aussi, en face. On voit la montée, Madame le maire de Dijon, dans toutes les villes de province, on voit la montée des phénomènes de délinquance juvénile. Vous avez vu encore des actes d'agression, y compris racistes, voire antisémites, comme on en a connu, qui sont le fait de jeunes auteurs. Enfin, les faits présumés de jeunes auteurs, pour rester, cher maître, dans les termes de droit. Faits présumés, mais enfin, 16 ans. Ces jeunes-là ne relèvent pas de la protection de l'enfance, ils relèvent de l'autorité judiciaire et de la société. Ce n'est pas un sujet. Donc on se retrouve, nous, confrontés à nos services, de plus en plus de phénomènes de ce type, pour lesquels nous restons sans réponse, avec l'inquiétude de nos agents et de nos salariés du champ social. Deuxième défi majeur qu'on va avoir dans le champ des solidarités, c'est celui d'autonomie, avec un choc démographique inédit, pour lequel tout le monde regarde ailleurs, comme un peu pour le changement climatique, Madame Hervieux. Tout le monde regarde ailleurs, mais le problème démographique, rien n'est plus sûr et il est devant nous. C'est d'ailleurs pas un problème, c'est une chance qu'on regarde tous avec gourmandise de pouvoir vieillir le plus longtemps possible en bonne forme. Mais il faut quand même savoir que dans même pas 15 ans, dans notre département, un tiers de la population du département, qui reste pourtant un département le plus attractif de Bourgogne-Franche-Comté, un tiers de la population aura plus de 60 ans. Un tiers. Donc vous imaginez bien que nous devons prendre les devants pour répondre à cet enjeu, et c'est le sens du volet autonomie de notre nouveau pacte social que je vous propose d'adapter aujourd'hui. Mais là encore, dans ce domaine, notre seule mobilisation ne suffira pas, et l'État doit nous entendre, et notamment sur l'évolution et la prise en compte de l'évolution des dépenses de l'autonomie. Rendez-vous compte, la prise en compte du handicap et du vieillissement dans le département, c'est 200 millions d'euros. 200 millions d'euros, dont des allocations individuelles de solidarité qui sont prises en charge par l'État à moins de 40%. Moins de 40%. C'est-à-dire que tout effort supplémentaire, c'est le département qui le porte. Donc, face au vieillissement, au choc du vieillissement, il n'y a pas besoin d'être grand clair pour se dire qu'on va vite arriver au bout du système. Donc ce qu'on demande, et d'ailleurs on pourra établir aussi un vœu, une motion de ce type,
Ce qu'on demande, c'est d'abord qu'on puisse obtenir en 2027, comme le gouvernement s'y était engagé, un taux de couverture des AIS, des allocations individuelles de solidarité, notamment APA pour les personnes âgées et PCH pour le handicap, à 50-50. Mais ça ne suffira pas. Mais déjà, ce sera un effort qui nous permettrait de faire face à la tension budgétaire. Deuxième sujet, il faut absolument qu'on travaille sur un financement durable de l'autonomie et face au vieillissement de la population. On a déjà travaillé avec dans l'association pluraliste que représente Départements de France. Plusieurs idées sont en cours d'examen et j'espère que le gouvernement nous écoutera, notamment une part de CSG. La CNSA a récupéré avec 0,15 de CSG 2,5 milliards. Royalement, je crois que nous avons été destinataires, Emmanuel Coin, de 200 millions, ou quelque chose comme ça. On voit bien que on ne peut pas laisser à la charge des seuls départements la solidarité qui relève de la responsabilité de l'État. Donc on souhaite une ressource pérenne du financement du vieillissement de la population. Alors, en résumé, on doit agir mieux, on doit regarder effectivement chaque euro et s'assurer de sa destination, et en même temps agir mieux pour pouvoir continuer d'investir pour l'emploi, d'investir dans des infrastructures et d'investir dans des stratégies du futur. Le mois dernier, vous savez, nous avons installé avec le préfet le comité départemental pour l'emploi. Ça va nous permettre, je l'espère, de coordonner avec les services de l'État les politiques de l'emploi sur le département. Moi, ce que je veux, ce soit une feuille de route claire, qu'on y travaille aussi avec les missions locales, naturellement, mais une feuille de route claire sur l'emploi. Or, j'ai l'impression d'après les témoignages que j'ai recueillis, Marie-Claire Bonnet-Vallet, j'ai l'impression qu'entre la déclinaison territoriale et l'ambition départementale, il y a eu un peu de friture sur les services de l'État, notamment de la dette. Bon, moi je le redis, nous devons avoir une vision partagée sur les objectifs du retour au travail d'un certain nombre de nos compatriotes. Ce ne sont pas les services de l'État de France Travail qui doivent décider à eux seuls. D'ailleurs, je sais que les missions locales ont eu la même réflexion que celle que je porte aujourd'hui. Nous sommes là pour co-présider le comité départemental de l'emploi. Co-présider, ça veut dire co-décider. Ça veut dire regarder territoire par territoire et aussi sur la métropole, on est prêt à y participer, bien évidemment. Regarder quelles sont les stratégies d'emploi. Pour le retour du travail des RSA, quelles priorités on se fixe, parce qu'on ne pourra pas tout faire. Et donc, je souhaite que vraiment on refasse le point avec les services de l'État pour que ça fonctionne un peu mieux territorialement. On ne gagnera pas face à la dégradation de la situation économique sans un regard croisé, France Travail, département. Et donc, moi, ce que je souhaite, c'est qu'on priorise aussi et qu'on sensibilise nos compatriotes sur des métiers qui sont de beaux métiers, qui ne sont pas pour l'instant suffisamment pourvus, les métiers de l'aide à domicile, les métiers du social, je dis de manière générale, les métiers de l'hôtellerie, les métiers de la viticulture, cher Denis Thomas, et les amis beaunois, et puis continuer d'investir, parce que investir, c'est préparer l'avenir, c'est fournir de l'activité aussi pour nos entreprises et de l'emploi pour notre département. On aura l'occasion de l'aborder tout à l'heure, mais je dois vous dire que nous avons aujourd'hui 75% de nos marchés qui sont assurés par des entreprises locales de Côte d'Or. 75%. C'est un chiffre qui est encore en augmentation par rapport aux années. Ce n'est pas anecdotique puisqu'on parle là d'une injection dans l'économie de plus de 60 millions d'euros. Donc chacun doit savoir que quand le département investit sur ses routes, quand il investit dans ses collèges, quand il investit dans les EHPAD, quand il investit dans le logement social, cher François-Xavier Dugourc, il investit pour beaucoup, pour des entreprises qui assurent le travail en Côte d'Or. Donc on n'y parviendra pas non plus sans poursuivre les infrastructures, hein, et chacun là aussi doit prendre ses responsabilités. Moi j'ai pris les miennes, nous avons pris les notes département de la Côte d'Or lorsque nous avons repris la 38 entre Dijon et Pouilly, entre Dijon et Pouilly-en-Auxois, ou entre Pouilly et Dijon, parce que c'est dans les deux sens, Mme Conders. Donc on a, vous voyez, j'ouvre même des pistes qui sont des autoroutes. Alors, un peu. Donc nous avons pris nos responsabilités, on a continué d'investir fortement dans notre réseau routier,
mais on ne peut pas se substituer à la région, et je pense notamment au maillage ferroviaire. Il y a eu des annonces de fait sur la Mulhouse-Lille, Dijon-Roissy, Dijon-Montbard, Roissy d'ailleurs, parce que j'oublie pas. Elle était suspendue depuis 5 ans, j'attends de voir si ça va être réactivé. Et donc j'assure dans l'engagement du département tous ceux qui souhaitent son retour. Et puis aussi le maintien de l'activité de l'aéroport Dole-Jura, qui est un enjeu pour l'attractivité et le dynamisme de notre département aussi. Je rappelle que 33% de la fréquentation, ce sont des Côtes-d'Oriens. 33% de la fréquentation de Dole-Jura, ce sont des Côtes-d'Oriens. Je regrette sincèrement que pour des raisons sans doute philosophiques ou je ne sais quoi, la région ait renoncé à soutenir cet équipement alors même que la Côte d'Or et la Bourgogne ont un rayonnement international. Toutes les grandes régions disposent d'un aéroport. Nous avons besoin de l'aéroport de Dole pouvant accueillir des gros porteurs en complémentarité avec Dijon-Bourgogne. J'insiste aussi sur un point, c'est qu'en matière de sécurité civile, pour en avoir échangé avec le préfet, face aux risques climatiques, notamment liés aux incendies que nous avons traversés et connus, y compris dans le Jura ou en Côte d'Or chez Hubert Coulot, nous avons besoin de cet aéroport pour accueillir des gros porteurs, notamment pour toute la zone Est. Donc, on a travaillé avec le Jura, on a travaillé avec le département de la Saône-et-Loire, on a travaillé avec le Grand Dole, on a travaillé avec la métropole de Dijon, je n'oublie pas, et avec Madame la maire du Dijon, et nous avons décidé ensemble d'aider au maintien de l'infrastructure. Alors je suis très clair, si on doit investir sur les vols, ce n'est pas pour subventionner des entreprises, ce sera pour faire venir des lignes nouvelles qui peuvent nous intéresser et intéresser le tissu économique. Donc il ne s'agit pas de subventionner, mais il s'agit d'accompagner une infrastructure. Je suis extrêmement clair, une infrastructure. Et moi je souhaite que dans ces domaines, on sorte des positions dogmatiques. On ne veut plus d'avions. Je serais d'ailleurs très intéressé de savoir combien prennent l'avion parmi ceux qui n'en veulent plus. Mais en même temps, on veut des industries de l'aviation en France. On veut plus de voitures, mais en même temps, 82% de l'économie se fait sur la route. Malheureusement, on a abandonné le ferroviaire sur ce sujet. Et je voudrais savoir combien de personnes qui ne veulent plus de voitures n'en prennent jamais. Donc à un moment donné, il faut qu'on se mette au clair. On veut du tout électrique, on sait que ce sera très difficilement réalisable parce qu'il faut de la production électrique qui, par ailleurs, dans certains pays, est fournie à partir du charbon qui est extrêmement polluant. Donc est-ce qu'on ne peut pas trouver des positions équilibrées dans un pays pour se dire quel est l'intérêt de la population, tout simplement? Est-ce qu'on ne peut pas trouver des voies de convergence qui ne sont pas l'abandon de ces convictions, mais qui sont de travailler ensemble pour se permettre d'offrir un avenir à tous ceux qui se désespèrent, et parfois légitimement? C'est ça la question qui nous est directement posée. Et moi, en Côte d'Or, je souhaite qu'on ne baisse pas les bras. Donc j'ai pris cet engagement. On apportera donc une aide si vous la votez, naturellement, mais je fais confiance à l'esprit de responsabilité et de raison de chacun d'entre vous. Et puis, dernier sujet aussi de cette session, j'y tenais beaucoup. Je tenais beaucoup aussi à ce qu'on adresse un signal à nos agriculteurs. Là aussi, il faut qu'on se mette au clair. On ne cesse de les pointer du doigt, quand dans le même temps, on ne cesse de dire qu'on veut parvenir à la souveraineté alimentaire. Est-ce qu'on parviendra à la souveraineté alimentaire sans nos agriculteurs, sans nos producteurs? Là aussi, défi considérable. 30% d'entre eux vont partir en retraite dans les 5-10 ans qui viennent. 30% de nos exploitants. Qui va, si on ne redonne pas confiance à nos jeunes, reprendre l'exploitation de nos terres? Qui va entretenir nos paysages? Qui va nous fournir de l'alimentation? Eh bien, on continuera de rester présent aux côtés de nos agriculteurs. J'ai pris cet engagement devant les jeunes agriculteurs, d'ailleurs, où je suis allé vendredi. Et moi, j'ai une habitude ici, depuis que je suis président ou même député, les engagements qu'on prend, on les tient, parce que quand on ne les tient pas, on désespère le peuple, et ensuite, on s'interroge sur les raisons de sa colère. L'engagement que j'ai pris pour les 3 ans, je l'ai dit, les aides à l'agriculture seront maintenues pour les 3 ans qui viennent. Maintenues. Je leur ai dit, on ne pourra pas faire plus dans le contexte budgétaire, mais on ne fera pas moins. Notamment pour les aider sur la réorganisation foncière, les aider avec notre laboratoire face au risque de pandémie sur les animaux, les aider dans la viticulture, face aussi au risque du changement climatique. Et notre vigne, qui ne produit pas grand-chose d'ailleurs, puisqu'elle est arrachée il n'y a pas longtemps,
mais sera un outil aussi mis à la disposition de la profession. Moi, je crois que c'est dans l'intérêt de tous, vous savez, de la Côte d'Or et de la France, que de soutenir aussi son agriculture. Je vous proposerai donc plusieurs projets de conventions et de subventions à hauteur d'ailleurs c'est pas anecdotique, de 1,7 million d'euros pour l'année. Et puis pour terminer, il y a le défi climatique, j'en ai dit un mot. Moi, je souhaite on a fait un bilan à mi-parcours de notre plan de l'arbre, parce qu'évidemment, on sait que la forêt, ce sont des puits de carbone intéressants, et donc 700 hectares de forêt ont été aidés. On a aidé à planter plus de 700 000 arbres. Pas rien. Donc, et puis je vous annonce que au printemps, fin du printemps, et je remercie vraiment tous les partenaires, nous allons avancer une avancée majeure pour notre projet de mise en production d'eau potable à partir de la boucle des Maillis et du barrage réservoir de Grosbois, puisque l'ensemble des syndicats se sont prononcés favorablement. La loi d'orientation agricole nous offre la possibilité juridique de pouvoir intervenir dans le domaine de l'eau. Je le redis, c'est dans le respect de tous les syndicats, notamment notamment de la métropole. Il ne s'agit pas de venir se jouer de la concurrence, il s'agit simplement de sécuriser des ressources et de l'approvisionnement. Le préfet a pris l'engagement donc de constituer les syndicats d'ici la fin de ce printemps, début de l'année juillet. Donc c'est une bonne nouvelle pour la Côte d'Or et Côte-d'Orien, parce que je le redis, pas d'eau, pas d'activité, pas d'eau, pas de construction, pas d'eau, pas d'emploi. Ce sera un des enjeux majeurs. Et on était dans une situation dont il fallait sortir, Patricia Gourmand. On a l'équivalent de 30% de l'approvisionnement de la métropole, pour lequel nous avions le droit, département, de produire de l'eau brute, mais on n'avait pas le droit de produire de l'eau potable. Vous imaginez, quand même dans un monde parfois un peu de fou. Je vous dis les choses comme je les pense. Bon, donc voilà, on ne pourra pas tout faire, bien sûr. Je le redis à tous les Côtes-d'Oriens. Il faudra faire des choix. On a décidé, par exemple, d'abandonner les aides à la pierre parce que l'État vous en mettre une couche pour gérer MaPrimeRénov', etc., sans compensation. Bien, ce qu'on attend dans un État qui est de plus en plus impécunieux, c'est que d'abord il assume ses responsabilités, puis que chacun assume les siennes, en toute transparence. Donc on ne peut plus assumer, malgré l'alerte que j'ai faite, cher François-Xavier Dugourc, président d'Orvitis, l'alerte que j'ai faite au gouvernement, leur disant attention, si vous chargez trop la barque, on ne pourra plus maintenir les aides à la pierre. C'est le cas aujourd'hui. Donc on lui a retransmis les aides à la pierre, même si on va dialoguer avec le gouvernement, avec le préfet naturellement, pour soutenir le logement social. Je ne sais pas d'ailleurs quelle sera la position de la métropole en matière d'aide à la pierre, parce que sinon il faut prendre MaPrimeRénov'. Et aujourd'hui, j'ai déjà des alertes de départements qui me disent qu'ils se retrouvent coincés parce qu'ils n'ont plus l'argent de MaPrimeRénov' de l'État. Et donc ce sont eux qui doivent se justifier sur le fait qu'ils ne distribuent pas les moyens. Donc on est là quand même dans un sujet un peu complexe. Bon, et puis je le dis aussi parce qu'il y a des inquiétudes, Catherine, oui, sur je suis en ce moment sur le terrain pour rencontrer les habitants, comme on le fait régulièrement, mais à mi-mandat. J'entends beaucoup d'inquiétudes légitimes d'ailleurs, sur la culture et le sport. On me dit, est-ce que vous allez faire comme d'autres départements, culture et sport, ou même comme la région des Pays de Loire, ou la Haute-Garonne, ou d'autres départements? Je voulais vous rassurer, donc la culture et le sport, pourquoi on va maintenir aussi et geler les crédits de la culture et du sport, enfin les maintenir à leur niveau, parce que je pense que ça participe de la cohésion sociale, de la cohésion territoriale. Et donc ça, on ne fera pas de la culture et du sport la variable d'ajustement. J'ai d'ailleurs signé symboliquement, j'y tenais avec Rachida Dati, il y a quelques jours, comme président des départements de France, un engagement commun en faveur de la culture en milieu rural notamment, entre départements de France et évidemment le ministère de la Culture, et nous en Côte d'Or, ça se prolongera entre la DRAC et entre le département, notamment pour faire une expérimentation sur Alésia, M. Marc Fro, sur Alésia et Laurence Porte, avec une volonté de faire du site d'Alésia un outil davantage de développement territorial local, aussi bien scientifique, culturel, et un lieu de rayonnement qui doit se renforcer. Voilà, on est à mi-mandat, un peu plus.
Le pays va entrer dès l'an prochain, on ne sait pas si, dans la période d'instabilité, on ne sait pas ce qui va se passer, mais dès l'an prochain, dans un long cycle électoral, on va avoir à la fois des municipales, on va avoir ensuite des sénatoriales, on va avoir l'année après des présidentielles, après des législatives. Moi, dans tout ce cycle, j'allais dire parfois ce cirque, j'ai envie, oui, c'est un lapsus que j'assume, hein, vous l'avez bien vu d'ailleurs. Si je n'avais pas voulu l'assumer, je ne l'aurais pas repris. Hein. Donc je vous remercie de vos encouragements. Donc dans tout ce cycle électoral et ce cirque qu'on traverse aujourd'hui, moi, je n'ai qu'une seule volonté, il faut qu'on se fixe un seul chemin pour nous. Il faut qu'on continue pendant ces 3 ans d'être utile au Code d'Orient. C'est l'unique chemin qu'on doit prendre. Il y a beaucoup d'interrogations. Nous sommes au plus près des maires, au plus près des collectivités, au plus près des habitants. Il faut vraiment qu'on soit à leur écoute en permanence dans ce monde qui est très bousculé, parce que quand la désespérance s'installe d'une manière très profonde dans le peuple, on sait ce que ça provoque, des colères, des votes extrêmes, du repli communautaire, des violences. C'est exactement les symptômes contre lesquels il faut lutter au quotidien. Donc voilà, redisons ensemble notre solidarité avec ceux qui sont en difficulté, puis ayons un cap clair. Voilà, nous ce qu'on veut, c'est que chaque Côte d'Orient soit fort de son département et puisse y voir un avenir, partout où il a choisi de vivre. Voilà, et un avenir serein. C'est à ça qu'on travaille. Merci à tous.